Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Monsieur, puis-je réveiller votre fille morte? Le millionnaire s'arrêta net. La pluie tombait en rideau épais devant le cimetière privé, noyant les fleurs blanches déposées quelques minutes plus tôt sur la tombe de sa fille. Autour de lui, les invités venaient de partir, les chauffeurs attendaient en silence, et le cercueil venait tout juste d'être scellé. C'est alors qu'une voix tremblante brisa le silence. Une femme sale, pieds nus, enveloppée dans un manteau trop grand, se tenait à quelques mètres. Les gardes firent un pas en avant, prêts à la chasser. « Monsieur », répéta-t-elle, les yeux fixés sur la tombe. « Je peux la réveiller. » Un murmure glacé parcourut l'air. Le millionnaire se retourna lentement, le visage ravagé par la douleur et la colère. « Ma fille est morte », cracha-t-il. « Les meilleurs médecins du monde ont échoué. Qui êtes-vous pour oser dire ça ? » La sans-abri ne recula pas. Elle sortit de sa poche un petit objet usé, un médaillon. Le même que la fillette portait le jour de son accident. Le cœur du millionnaire s'arrêta. « Elle n'est pas morte », murmura la femme. « Elle dort. Et si vous me chassez maintenant, elle ne se réveillera jamais. » Les gardes hésitèrent. Le vent se leva. Et pour la première fois depuis l'annonce du décès, le père sentit quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. L'espoir. 3 jours plus tôt. La sans-abri s'appelait Mara. Personne ne connaissait son nom. Pour la ville, elle n'était qu'une ombre parmi d'autres, une silhouette silencieuse assise près de l'hôpital Saint-Augustin, là où les ambulances entraient et sortaient sans jamais la regarder. Mais Mara observait tout. Elle voyait les médecins courir, les familles pleurer, et surtout, elle écoutait. Ce soir-là, une ambulance arriva en hurlant. Les portes s'ouvrirent brutalement. Sur le brancard, une petite fille, pâle comme la lune, reliée à des machines. Autour d'elle, des hommes en costume sombre, le visage fermé. « C'est la fille de Morel », murmura une infirmière. « Le milliardaire ? » ? « Oui, accident de voiture. Arrêt cardiaque prolongé. » Peu d'espoir. Mara se leva lentement. Son regard ne quittait pas l'enfant. Lorsqu'ils passèrent devant elle, le médaillon pendit hors du drap blanc. Un symbole ancien y était gravé, un cercle brisé traversé d'une ligne. Mara blêmit. « Non », souffla-t-elle. « Pas elle. » Cette nuit-là, elle ne dormit pas. À travers une fenêtre entr'ouverte du service de soins intensifs, Mara sentit quelque chose d'anormal. Le cœur de la fillette battait, mais son âme ne répondait pas. Pas partie. Juste retenue. Coincée entre deux mondes. À l'aube, les machines s'arrêtèrent. Heure du décès, 6h12, déclara un médecin. Mais Mara secoua la tête. Vous vous trompez. Personne ne l'écouta. 2 heures plus tard, le corps fut transféré à la morgue. Mara suivit de loin, invisible. Lorsqu'elle passa près du brancard, elle posa discrètement sa main contre celui de la fillette. Le doigt bougea. À peine. Assez pour que Mara murmure, la voix brisée. « Tiens bon. Je vais te ramener. » Mais déjà, les portes se fermaient. 3 jours plus tard, elle se tenait devant la tombe. Face au père le plus puissant de la ville. Et elle savait une chose avec certitude. S'il n'acceptait pas de l'écouter maintenant, sa fille serait perdue pour toujours. Mara n'était pas née dans la rue. Autrefois, elle portait une blouse blanche. Il y a 15 ans, elle s'appelait Dr Mara Vasseur, neurologue spécialisée dans les états de conscience profonde. Elle travaillait sur un programme que l'hôpital avait jugé trop dangereux, la réactivation neuronale post-arrêt clinique. « Vous jouez à Dieu », lui avait dit le comité. « Non », avait-elle répondu. « J'essaie d'écouter ce que le cerveau n'a pas encore dit. » Le projet fut fermé. Mais Mara continua seule. Puis vint l'accident. Sa propre fille, Élise, 8 ans, victime d'une noyade. Arrêt cardiaque. Déclarée morte après 6 minutes. Mara refusa d'accepter le verdict. Dans le sous-sol de sa maison, elle tenta l'impossible.
Stimulation cérébrale, fréquences expérimentales, respiration assistée, et ce médaillon, un ancien dispositif sensoriel qu'elle avait conçu, capable d'envoyer une micro-impulsion ciblée dans le tronc cérébral. À la 7 minutes, le cœur d'Élise repartit. À la 9, elle ouvrit les yeux. Mais quelque chose avait changé. Élise parlait de choses que Mara n'avait jamais dites. De voix. De lieux, sans lumière. Et surtout, de personnes qui ne pouvaient pas revenir. 3 mois plus tard, Élise s'effondra sans explication. Mort cérébrale irréversible. Le monde médical accusa Mara. Ses travaux furent détruits. Sa licence retirée. Elle perdit tout. Et elle se retrouva dans la rue. Depuis, Mara savait reconnaître les signes. Elle savait quand un corps était vide. Et quand une âme était encore là, mais prisonnière. Au cimetière, face au millionnaire, elle osa enfin dire la vérité. Votre fille n'est pas morte. Son cerveau attend un signal. J'ai déjà réussi une fois. Le millionnaire la regarda comme on regarde une folle, puis comme un homme qui n'a plus rien à perdre. Si vous mentez, dit-il d'une voix froide, je vous ferai disparaître. Si je dis vrai, répondit Mara calmement, vous devrez me laisser entrer dans la morgue. Un silence. Puis il fit un signe aux gardes. Amenez-la. Mara ferma les yeux. Car elle savait aussi une autre vérité. Cette fois-ci, le prix à payer serait encore plus élevé. La porte métallique se referma dans un claquement sourd. Le froid frappa Mara immédiatement. La morgue sentait le désinfectant, le silence et la mort. Il était 2h17 du matin. Le millionnaire Morel se tenait droit, le regard vide, entouré de 2 gardes et d'un médecin réquisitionné de force. Vous avez 5 minutes, dit le médecin nerveusement. Après ça, j'appelle la police. Mara ne répondit pas. Elle s'approcha du tiroir B14. Son cœur battait trop vite. Si vous touchez à ma fille et qu'il ne se passe rien, murmura Morel, la voix brisée mais glaciale, je vous jure que. Elle peut encore entendre, l'interrompit Mara. Parlez-lui. Le tiroir glissa. Le corps de la fillette apparut. Pâle. Immobile. Froide. Morel s'effondra à genoux. Pardon, sanglota Tegil. Papa est là. Mara posa 2 électrodes improvisées derrière les oreilles de l'enfant. Elle sortit le médaillon. Ses mains tremblaient. Son cerveau est encore actif. Très faiblement. Nous avons, elle regarda l'horloge, 4 minutes. C'est impossible, souffla le médecin. La mort cérébrale est déclarée. Non, répondit Mara. Pas quand l'âme hésite. Elle activa le dispositif. Bip. Une onde sourde traversa la pièce. Rien. Bip. Une goutte de sueur glissa le long de la tempe de Mara. 3 minutes. Le moniteur cardiaque resta plat. Morel ferma les yeux. Arrêtez, je ne peux pas. Bip. Le doigt de la fillette bougea. Le médecin recula, livide. Mon Dieu! Le moniteur émit un léger grésillement. Une ligne trembla. Encore, murmura Mara. Bip. La ligne se redressa. Un battement. Puis un autre. Le cœur repartit. Morel cria. Mais au même instant, la lumière vacilla. Le corps de Mara se figea. Elle porta une main à sa poitrine. Non, souffla-t-elle. Le médaillon se fissura. Un craquement sec. La fillette inspira brusquement. Mais Mara s'effondra. Le médecin hurla. Elle fait un arrêt. Morel se tourna, paniqué. Sa fille respirait. La femme qui l'avait sauvée, mourait. L'horloge afficha 2h22. Et la mort n'avait pas encore dit son dernier mot. Elle fait un arrêt. Le cri du médecin résonna dans la morgue. Mara était étendue sur le sol glacé. Ses lèvres bleuissaient. Le médaillon brisé reposait à côté d'elle, fendu comme un cœur trop fatigué. Sauvez-la! Hurla Morel. Je vous en supplie. Le médecin hésita. Nous n'avons qu'un seul chariot de réanimation ici, dit-il.
Et il regarda la fillette. Vivante. Faiblement, mais vivante. Puis il regarda Mara. On ne peut pas sauver les deux. Le silence tomba comme une sentence. Morel sentit ses jambes fléchir. Quelques minutes plus tôt, il aurait donné tout son argent pour ce moment. Maintenant, il devait choisir. Elle m'a sauvé ma fille, murmura-t-il. Le médecin fixa l'horloge. 30 secondes. Mara ouvrit les yeux une dernière fois. Elle regarda Morel. Choisissez, souffla-t-elle. Comme moi, je l'ai fait autrefois. Morel comprit. Votre fille, dit-il, la voix brisée. C'est pour ça que vous êtes ici? Un léger sourire traversa le visage de Mara. Oui. Le moniteur cardiaque de la fillette s'emballa. Celui de Mara devint presque silencieux. Temps écoulé, annonça le médecin. Morel ferma les yeux. Puis il parla. Sauvez Mara. Le médecin le fixa, choqué. Votre fille vivra, cria Morel. Parce que cette femme a déjà payé une fois. Je ne laisserai pas le monde lui prendre la vie une seconde fois. Le médecin obéit. Choc électrique. Une fois. 2 fois. Rien. Puis, un battement. Mara inspira violemment. Au même instant, la fillette cria. Un cri faible, mais vivant. Les deux moniteurs se stabilisèrent. Morel tomba à genoux, en larmes. C'est impossible. Non, murmura Mara, épuisée. C'est le prix. Plus tard, à l'aube, Morel signa un document. Il rouvrit les dossiers détruits. Il rendit à Mara son nom. Sa licence. Son laboratoire. Et devant le monde entier, il déclara. Cette femme était invisible. Aujourd'hui, elle est essentielle. Mara regarda la fillette dormir paisiblement. Pour la première fois depuis 15 ans. Elle ne se sentait plus seule.